L'heure du grand journal. Le drame de Derklé, la réaction du porte-parole du gouvernement suite à la sortie de la famille qui déplore l'absence de soutien. À suivre Abdou Karim Fofana dans ce grand journal. Le nouveau gouvernement toujours attendu. La liste pourrait tomber aujourd'hui. Quelle devrait être sa composition? Dans ce midi, RFM tente de percer le mystère. D'anciens ministres et responsables qui ont fraîchement quitté le navire Benno Bokk Yakaar pour déclarer leur candidature qui se démarque du bilan de Macky Sall. Dossier sur le sujet. Est-ce la bonne démarche pour gagner la confiance des électeurs? Mouvement d'humeur à la CBAO, les travailleurs remettent ça. Un nouveau mot d'ordre de grève de 48 heures décrété. À l'université de Bombay, les étudiants pourraient reprendre les cours lundi prochain, mais à une condition que les travaux de rénovation entamés par le CROUS se poursuivent. À Tasset, dans le département de Thiès, la désaffectation de 15 hectares de terre divise les populations et la municipalité. Elles sont attribuées à un exploitant de carrière. À suivre dans ce midi, l'actualité internationale dominée par la guerre israélo-palestinienne, la bande de Gaza sous les feux des bombardements d'Israël qui imposent un siège complet. Les sports, Malal Junior Diagne, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba et enfin d'édition, point de vue aujourd'hui sur la formation attendue du nouveau gouvernement. Quelle mission pour la nouvelle équipe? Abdoulaye Diop assure la partie technique de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Le nouveau gouvernement d'Amadouba est toujours attendu. La liste devrait tomber aujourd'hui même. En attendant, dans ce midi, quelles indiscrétions, Mohamed Ali Mouba? Dites-nous lesquelles. Le gouvernement de Badé devrait prendre les contours de lignes purement politiques. Un gouvernement de combattants et de bagarreurs pour appuyer Amadouba dans sa mission de conquête de cœur des Sénégalais. Et ce dernier a apparemment carte blanche du chef de l'État pour prendre ses hommes et les mettre au poste clé. Et déjà, quelques noms circulent. Des lignes vont boucher à l'agriculture, au ministère de l'Agriculture. Samba Diomet Ka, actuel ministre du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale, pressenti pour occuper ce poste lâché par son rival dans le Linguère Aly Ngouille Ndiaye est devenu dissident. La bataille du Jolof aura lieu. On devrait aussi noter le retour, le comeback de Maître Oumar Youm, même si pour le moment on n'en sait pas davantage. L'actuel président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar devrait lâcher l'Assemblée nationale pour le gouvernement. Abdou Mbow devrait le remplacer. Pressenti aussi Thérèse Faye Diouf, l'actuelle administratrice du fonds GIP, le fonds de garantie des investissements prioritaires. Ayant souvent rêvé du galon de ministre, son rêve pourrait se réaliser cette fois sous Fulton. A contrario, Antoine Diome, lui, devrait quitter le prestigieux et stratégique ministère de l'Intérieur. Antoine devrait aller aux côtés du président, directeur de cabinet. Au chapitre nouveauté aussi, et non des moindres, la création, et nouveauté et non des moindres, la création d'un ministère chargé des élections. S'il le concrétise, Macky Sall aura accédé là à une vieille doléance de l'opposition sénégalaise pour la transparence et la sincérité des élections. Jusque-là, il avait mis son veto. Peut-être que ça, c'était avant qu'il ne soit dans sa situation de président hors course pour 2024. En attendant, la fatigue des responsables de Benno Bokk Yakaar ont mis sur pied une nouvelle dynamique pour remobiliser les troupes. Un grand rassemblement s'est tenu ce week-end à Tataguine pour lancer les activités de cette plateforme et sensibiliser les militants sur la collecte de parrainage. Aminata Goudiaby. Une résolution lue par Adama Diouf, inspecteur du travail et responsable de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Patarsine. Analysant objectivement la situation politique du département de Fatick, caractérisée par une certaine léthargie, un immobilisme, un déficit de coordination, un manque de cohésion entre autres qui ont eu comme conséquence le découragement de beaucoup de militants et responsables politiques. Une nouvelle dynamique est ainsi née, la façon de faire de la politique va connaître de nouvelles orientations et l'unité va primer pour des résultats probants. Moïse Djegansar, président du conseil d'administration de la société d'exploitation du train express régional SETER. Si nous voulons gagner, si nous voulons mobiliser, c'est tout à fait normal que nous puissions analyser objectivement les points faibles de notre coalition dans le site. Mais il y a quand même des manquements. Des anciens qui ont tout fait et qui aujourd'hui soutiennent d'autres candidats. Des jeunes premiers cadres qui aujourd'hui, on les entend dans d'autres coalitions. Des réunions qui sont convoquées
est boycotté par des maires et des responsables politiques. Ce signal, on doit le décrypter assez rapidement. Tataguine a abrité le grand rassemblement organisé par des responsables politiques de Benno Bokk Yakaar du département de Fatick. Engagement y a été pris pour une bonne réussite des opérations de collecte de parrainage dans le département de Fatick. Mobiliser les femmes, mais la conduite également à tenir pour faire un bon parrainage. C'est mobiliser tous les responsables, toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce choix judicieux de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, parce que les Sine sont conscients de ce choix qui est non seulement un choix pertinent. Pour l'instant, 11 maires sur les 17 que compte le département de Fatick et bien d'autres responsables politiques ont adhéré à cette nouvelle dynamique. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Au PUR, le secrétaire général national rassure les militants sur leur candidat à la présidentielle du 25 février 2024. Selon Cheikh Tidiane Youm, Aliou Mamadou Dia est bel et bien membre du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Il invite tous les militants à se mobiliser pour remporter le scrutin. Cheikh Tidiane Youm au micro de Aminata Goudiaby. Mon parti PUR de élection présidentielle 2024. Vous savez que nous allons vers une élection présidentielle. C'est dans 5 mois, en 2024. Et le président de notre parti PUR a choisi un candidat. Et on ne s'attendait pas à ce profil-là, si je peux dire. Mais il faut faire savoir à la population que notre candidat est bien un membre du parti PUR, un militant. Il a toujours donné sa réflexion et a même contribué au bon fonctionnement du parti. Aliou Mamadou Dia est un fonctionnaire international. Il travaille aux Nations Unies, donc il n'a pas le temps de faire certaines choses. Je suis sûr, il est le seul candidat qui peut sortir le pays de cette situation parce qu'il en a les compétences. Donc, aujourd'hui, notre priorité, c'est de faire un bloc autour de lui pour que le 25 février 2024, qu'il soit le 5e président du Sénégal. 2024, nous faisons le 5e président du Sénégal. RFM, la radio de toute l'actualité. Nous vous l'annoncions en titre, la réaction du porte-parole du gouvernement suite à la sortie de la famille qui a perdu 8 de ses membres lors d'un incendie à Derklé. Abdou Karim Fofana réagit donc à cette sortie de la famille qui déplore l'absence de soutien. Ce n'est pas le cas, soutien, le porte-parole du gouvernement. Abdou Karim Fofana que je vous propose d'écouter avec El Hadj Ndiogoudiène. L'État a été présent dans ce drame puisque le ministre Birame Faye, ministre en charge de la sécurité de proximité, de la protection civile, a rendu visite à la famille avec le gouverneur de Dakar, le préfet de Dakar, avec tout l'appui nécessaire venant de l'État du Sénégal. L'autre point, c'est que l'État a un autre rôle. D'abord, la justice est en train de connaître du dossier, une enquête a débuté, et les bouteilles de gaz et tous les matériels qui fait l'objet, qui ont servi à cet effet, sont aujourd'hui chez le procureur, déposés chez le procureur. Une enquête a démarré. Au niveau du ministère du Commerce, nous-mêmes, du point de vue de la sécurité du consommateur, on est en train de faire une enquête, puisque ce qui est mis en cause, ce sont d'une part, beaucoup parlent des bouteilles de gaz, beaucoup aussi parlent des brûleurs, ce qu'on appelle les becs de gaz. Donc, il faut y voir très clair avant de s'exprimer définitivement sur le sujet. Total a pris la décision de retirer ces bonbonnes de gaz du marché, mais des informations font état que vous êtes contre cette décision, que vous leur avez demandé de maintenir ces bonbonnes de gaz sur le marché. Non, cette information, je viens de l'entendre. Il n'a jamais été question d'interdire à Total de retirer ces bouteilles de gaz. Si une société estime qu'il y a un lot sur lequel peut-être il pourrait y avoir des problèmes, donc et juge nécessaire de les retirer, voilà, ça c'est une mesure conservatoire qui est à saluer. Le chef de l'État, Macky Sall, a également réagi à ce 8e décès. Macky Sall qui dit avoir appris avec tristesse le décès de Babacar Diouf qui était en soins intensifs. Dans un tweet, le chef de l'État ajoute à l'endroit de la famille éplorée qu'il réitère ses sincères condoléances et le rassure de tout son soutien. Midi, 9 minutes, les travailleurs de la CBAO ont décrété un nouveau mot d'ordre de grève de 48 heures. Ils réclament notamment une augmentation de salaire. Ces travailleurs comptent aller jusqu'au bout dans leur lutte pour la satisfaction de leurs revendications. Écoutons à ce propos Raoul Kali, le chargé des revendications du SITBEF section CBAO. Il est au téléphone avec El Hadj Ndiogoudiène. À la suite de notre mouvement, les 72 heures que nous avions décrétées le mardi passé, donc
sans aucune négociation et sans suite de communication avec notre direction générale, nous avons décidé de reconduire le mot d'ordre pour aujourd'hui, 48 heures. Nous sommes actuellement en grève pour 48 heures. Actuellement, nous n'avons pas eu de réaction directe avec notre direction générale. Donc, ils continuent toujours dans leur bon vouloir de ne pas nous recevoir ni nous contacter afin pour avoir d'éventuelles négociations. Cependant, la direction du travail nous avait convoqués pour aujourd'hui, mais toujours notre direction générale a encore décliné cette rencontre-là qui devait se tenir aujourd'hui à partir de 9h, disant qu'il n'était pas disponible pour participer à cette rencontre-là. Mais comme d'habitude, nous sommes des légalistes et nous souhaitons toujours avoir des contacts, négocier, s'asseoir sur une table et pouvoir négocier avec notre direction générale afin de trouver des solutions par rapport à la crise, puisque ce n'est pas quelque chose de souhaitable pour notre institution. Et jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour cette grève? Donc là, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout avec cette direction générale qui ne fait que dans le dilatoire et est en train de nous snobber depuis 2022 où nous avons déposé la plateforme, notre plateforme revendicative dont les points ont suivi, c'était les points de l'ancienne plateforme revendicative qu'on a fait que reprendre sur la nouvelle plateforme revendicative déposée depuis novembre 2022. À Bombay, les étudiants de l'université Alioune Diop n'écartent pas la possibilité de reprendre les cours lundi prochain, mais à condition que les travaux de rénovation entamés par la direction du CROUS se poursuivent. La coordination des étudiants de l'université Alioune Diop de Bombay qui regrette cependant le fait que l'université n'ait toujours pas de recteur. Ça fait polémique à Tasset dans le département de Thiès. La désaffectation de 15 hectares de terre à Mousnakh au profit d'un exploitant de carrière. À l'origine, une délibération du conseil municipal et un arrêté du ministre des Mines que les populations jugent scandaleux. Selon elles, il s'agit de terres cultivables. Cheikh Anta Diop. Les populations de Mousnakh et environ dans la commune de Tasset sont sorties en masse pour dénoncer. Elles accusent le maire de la localité d'avoir désaffecté des terres destinées à l'agriculture et les affecter à un exploitant de carrière. Babacar Sen, leur porte-parole. Les terres affectées à une société agricole dénommée Falilou Atta, depuis une délibération en dit et bonne forme du conseil municipal de l'ancienne commune notariale de Tasset, devenue commune par le biais de l'acte 3 de la décentralisation. Malheureusement, il fallait permettre à la compagnie générale d'exploitation de carrière de pouvoir bénéficier d'un autre arrêté sur notre délibération, cette fois-ci portant autorisation administrative d'ouverture de carrière publique sur 15 hectares. Nous avons été désagréablement surpris. Ayant eu vent de l'affaire, les jeunes de Mousnakh s'érigent en bouclier pour dire non à l'implantation de cette carrière. Pour eux, le taux de chômage des jeunes a nettement diminué dans la zone grâce à la ferme agricole. Effectivement, parce que le projet en tant que tel permettait de lutter contre l'immigration clandestine, mais aussi contre l'exode rural, le chômage de nos jeunes. Mais ici, quand vous venez en pleine campagne, vous retrouvez plus de 1000 personnes. Le conseil municipal de Tasset a battu en brèche ces accusations et estime que ces jeunes sont des politiciens encagoulés et qui s'activent au profit du propriétaire de la ferme agricole. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, l'échafaudage d'un immeuble en construction sur la corniche a cédé ce week-end, entraînant plusieurs blessés, dont certains dans un état grave, prétexte d'évoquer aujourd'hui le respect des normes sécuritaires dans les chantiers. Vous allez le voir dans ce reportage, des ouvriers ne badinent pas avec. En ce début de matinée, le soleil darde quand même ses rayons. Quelque part au point E, sur un énorme chantier, une centaine d'ouvriers s'activent sur un bâtiment. Le travail se fait sous la supervision de Binta Dione. La jeune dame est âgée d'une trentaine d'années et est l'ingénieur QHC, comprenez, responsable de la qualité, hygiène, sécurité et environnement. Ici, tout passe par elle. La sécurité, elle ne badine pas avec. D'ailleurs, elle donne l'exemple. Bottes, casque, gilet, la mise respectée. Les conformités, non-conformités, on se base sur les autres accidents qui se trouvent dans les autres lieux. Du coup, la semaine dernière, j'ai entendu un accident sur un bâtiment qui s'est effondré et c'est pour cela que on tire leçon
sur ce fait que nos ouvriers soient conformes. C'est vous la patronne, donc quand la personne elle n'a pas une tenue conforme, elle n'entre pas. Non, elle n'entre pas. À côté de la responsable du chantier, celui qu'elle appelle Tonton Ndiaye, qui revient aussi sur le respect des mesures de sécurité. Ça, c'est un casque. Il protège ta tête contre tous les objets qui tombent. Si l'objet tombe sur le casque, il peut vraiment protéger ta tête. Les bottes, c'est pour la sécurité des pieds. Parce que là, vous regardez, il y a du fer. Il y a aussi de l'inox qui te protège contre les objets aigus. Les chantiers de construction ou de rénovation se multiplient à Dakar. Beaucoup ne respectent pas les mesures de sécurité, au grand malheur des ouvriers qui perdent souvent la vie. Direction Kaolack, là-bas, les magasins et autres cantines situées le long de la route secondaire qui mène à Ndangan sont submergés par les eaux usées, une situation qui exaspère les usagers. Ils dénoncent un manque d'attention de la municipalité. Reportage Fatumbo. Une atmosphère insupportable prévaut le long de la route secondaire à l'entrée de Ndangan. Les eaux usées mélangées à du sable et d'autres déchets créent un tableau désastreux devant les cantines et les magasins qui bordent le trottoir. On est fatigué de voir ça dans cette ruelle-là. Il y a les ordures, il y a les eaux qui passent ici. Tout le temps on nettoie, mais ça n'arrange rien. Des alentours, des stades, des égouts comme ça qui déversent. Des eaux coulées ici et l'eau du stade. Il y a les habitants du quartier qui passent toujours ici. Mais vraiment, ça c'est dégoûtant. Cette situation perdure depuis bien trop longtemps selon les usagers qui la décrivent et blâment la municipalité pour son inaction. Depuis plusieurs années, on n'arrive même pas à respirer quoi. Les autorités, moi je ne parle pas des autorités, parce qu'eux ils pensent qu'à remplir le poste quand Signebob est venu. On avait espoir. Il n'a rien fait ici, regarde. Il y a les eaux usées qui coulent ici. Depuis presque 5 ans, on vit cette situation-là. Ibrahim Cham, gérant d'une cantine, indique que des mesures ont été prises par eux-mêmes pour tenter d'atténuer leur souffrance. Des fois, nous cotisons chacun 2000 francs pour acheter du sable, pour le mettre ici. Ou bien, on achète des brouettes et des pelles pour enlever le sable. Et les saletés là. Les usagers de la route secondaire menant à l'entrée de Ndangan endurent la stagnation des eaux devant leurs emplacements, ce qui les préoccupe quant au risque de maladies hydriques liées au problème. Assainissement. Fatumbo Kaolack, Radio Futur Média. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les assemblées du FMI et de la Banque mondiale reviennent en Afrique et s'ouvrent ce lundi à Marrakech au Maroc. Le président kényan, le président de la Commission africaine et le président de la BAD appellent à un moratoire sur la dette des pays africains. 62 milliards de dollars cette année, une hausse de 35% comparée à 2022. La dette étrangle les pays africains qui empruntent à des taux 8 fois plus élevés que ceux des pays développés. Le Ghana et la Zambie ont déjà fait faillite sur leurs obligations, ne pouvant plus payer leurs dettes. Et ce n'est pas peut-être terminé puisque sur les 52 pays à revenus intermédiaires ou faibles, les 23 sont en Afrique. Cette année, les pays africains doivent payer 62 milliards de dollars, une augmentation de 35% par rapport à 2022. C'est pourquoi le président kényan William Ruto, le président de la Commission africaine, Moussa Faki Mahamat, le président de la BAD, Akinwumi Adesina et Patrick Verkooyen, le directeur général du Centre global d'adaptation, ont publié une tribune sur le New York Times pour demander une suspension du paiement de la dette des pays africains pour leur permettre de mieux se concentrer sur la lutte contre les effets climatiques. Les auteurs de la tribune dénoncent le fonctionnement du FMI et de la Banque mondiale qu'ils jugent dépassé, dysfonctionnel et injuste puisque discriminatoire contre les pays africains. L'Afrique demande un moratoire de 10 ans ou plus pour investir sur l'éducation et la santé. La Banque mondiale détient 38% de cette dette avec d'autres institutions multilatérales. Le secteur privé international, 40%. La Chine, 21%. Le premier prêteur bilatéral. Selon un rapport d'Oxfam publié ce matin, 220 milliards de dollars de coupes budgétaires attendent et menacent les pays les plus pauvres à cause de la crise de la dette. Au moment où ils ont besoin de plus d'argent pour annihiler les effets de la pandémie Covid-19 et de la guerre en Ukraine. RFM. L'actualité internationale. Et nous accueillons Anna Rocha. Bonjour Anna. Bonjour Georges Détier, bonjour à tous. Le conflit israélo-palestinien a plus de 1000 morts maintenant.
Et les bombes pleuvent sur Gaza où près de 500 personnes ont perdu la vie entre samedi et aujourd'hui. Le ministre israélien de la Défense a annoncé ce matin un siège complet de la bande de Gaza. L'objectif est de couper l'enclave palestinienne du reste du monde. On fait le point de la situation ce matin avec Khadija Anne. Les combats se poursuivent entre des sympathisants du Hamas et les forces israéliennes au surlendemain du lancement d'une offensive surprise du mouvement palestinien contre Israël depuis la bande de Gaza. Le bilan s'alourdit. L'attaque du Hamas à la réponse militaire israélienne ont fait plus de 700 morts côté israélien et plus de 400 morts côté palestinien. Selon le ministre de la Défense israélien, il annonce l'imposition d'un siège complet à la bande de Gaza. Le ministre déclare dans une vidéo, je cite, « Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz. Un peu plus de 2 millions de Palestiniens vivent sur la bande de Gaza, un territoire éprouvé par la pauvreté sous blocus israélien depuis 2007. Le ministre de la Santé a évoqué 350 blessés dans un état grave. L'armée israélienne dit avoir le contrôle des localités attaquées depuis le déclenchement samedi de l'offensive du Hamas palestinien à partir de Gaza, a déclaré un porte-parole militaire aujourd'hui. L'attaque du Hamas contre Israël en fin de semaine dernière a surpris plus d'un. Comment en est-on arrivé là? Le professeur Babacar Samb, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte, explique cela par une absence d'initiative de paix. On l'écoute. Aujourd'hui, l'absence d'initiative de paix et toutes les autres agressions israéliennes à Hamas pour punir quelques activistes ont amené à des bombardements, à des destructions d'infrastructures, même financées par la communauté internationale comme l'ONU, comme l'Union européenne ou le monde arabe. Et il n'y a pas eu de réaction. Et vous savez que depuis Donald Trump était au pouvoir, il n'y a eu aucune initiative de paix jusqu'à maintenant. Et nous sommes dans une situation de ni guerre ni paix. Tous les Palestiniens d'ailleurs se sont sentis un peu abandonnés par les pays arabes qui ont normalisé avec Israël, ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Donc je pense qu'il a fallu au Hamas de prendre ses responsabilités et de se défendre contre ces terres occupées, et que tout le monde sait que tous les pays ont des frontières fixes, sauf Israël. Israël n'a pas de frontières. C'est étant de plus en plus ses colonies, donc en Cisjordanie et même Gaza est complètement enfermée. Je crois qu'on peut comprendre que le Hamas et le djihad islamique, qui sont les armées les plus actives par rapport donc à l'OLP, qui est plutôt administratif actuellement et diplomatique. Alors on poursuit avec le génocide rwandais. 2 anciens responsables jugés à Bruxelles. Séraphin Twawiroa et Pierre Bazabos sont jugés à partir de ce lundi pour crimes de génocide. Selon des témoins, ils ont activement participé aux campagnes anti-Tutsi du début des années 90. Ciblés par des mandats d'arrêt internationaux émis par le Rwanda, les 2 hommes ont été arrêtés en Belgique où ils avaient trouvé refuge en septembre 2020. C'est le 6e procès d'assises en Belgique lié au génocide des Tutsis au Rwanda. 800 000 personnes, on le rappelle, y ont perdu la vie selon l'ONU entre avril et juillet 1994. Le prix Nobel d'économie à présent, il est décerné à une américaine. Claudia Goldin, elle s'appelle, elle a été récompensée pour son travail qui aide à faire comprendre les résultats des femmes sur le marché du travail. Merci Anna Rocha, c'était l'actualité internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Aux alentours de 12h35, il sera question de la formation attendue du nouveau gouvernement. Quelle mission pour la nouvelle équipe? Et pour en parler, nous serons en ligne avec Malao Kanté, analyste politique, docteur en philosophie politique, et Hassan Sek, analyste politique chargé de cours dans les universités. RFM Sport.
Bienvenue Malal Junior Diagne. Merci Georges. Football pour démarrer, le Sénégal va affronter le Cameroun le 16 octobre en France en match amical. Ce sera à Lens, deuxième rencontre amicale internationale avec une grosse équipe du continent. Après l'Algérie à Dakar, le Sénégal va donc affronter l'équipe du Cameroun. Quel est le but visé à travers ces rencontres avec de grosses écuries du continent? Qu'est-ce que cela peut également apporter à l'équipe nationale du Sénégal en vue de sa participation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football? Toutes ces questions ont été posées à Cheikh Oumar Aïdara, manager FIFA et consultant. Nous l'écoutons. Il y a deux choses fondamentales que les entraîneurs ont tendance à chercher à travers ces matchs amicaux de haute facture. La première chose, c'est qu'il faut à travers ces matchs mesurer un peu le mental de ces joueurs, c'est-à-dire voir quels sont les joueurs qui seront aptes en tout cas à faire face, bien à résoudre des équations de taille face à des équipes compétitives comme le Cameroun et l'Algérie. Donc ça lui permet effectivement de faire ce qu'on appelle la revue d'effectifs, de voir quels sont les joueurs qui sont aptes sur le plan mental, sur le plan physique et qui seront prêts, quelle que soit la pression, à jouer des matchs de haute facture. Donc ça c'est le premier élément et ça je pense que Aliou a toujours essayé d'avoir ce genre de matchs en veille de compétition. Parce que ça lui a toujours aussi permis de pouvoir peaufiner une dernière liste qu'il va amener, que ce soit à la Coupe d'Afrique des Nations ou bien à la Coupe du Monde. Après, l'autre facteur, c'est effectivement le fait de préparer la compétition, mais à partir des quarts de finale. Donc, tout le monde sait que la Coupe d'Afrique des Nations, au fur et à mesure qu'elle avance, on se retrouve éventuellement avec de grandes équipes. Donc à partir de là, je pense qu'il faut donc se jauger avec les grandes nations du football africain pour pouvoir préparer avec une certaine tranquillité la compétition à venir. Parce que dans tous les cas, si vous arrivez en quart de finale, vous allez tomber sur de grands morceaux. C'est pas n'importe quelle équipe qui arrive en quart de finale. C'est la raison pour laquelle le coach, sachant que le premier tour n'est pas trop compliqué pour le Sénégal au regard de son rang, de ses valeurs intrinsèques. Donc, à noter cette rencontre le 16 prochain. Une autre rencontre qui a été déprogrammée et reprogrammée, c'est celle qui doit opposer les équipes championnes du Sénégal et celle-là même vainqueur de la Coupe de la Ligue qu'on appelle Trophée des Champions. C'est à nouveau reprogrammé pour le 21 octobre prochain. Ça va opposer Teungueth FC, vainqueur de la Coupe de la Ligue, à Génération Foot, championne du Sénégal en titre. Le championnat, quant à lui, va démarrer officiellement le 28 octobre prochain. Lutte avec frappe, Adafas franchit un nouveau cap dans sa carrière. Après sa victoire hier sans aucune contestation sur Zos à l'arène nationale, Adafas franchit un nouveau pas qui lui ouvre l'antichambre de ce qu'on appelle les ténors de l'arène. Abdoulaye Dembélé, journaliste à Sunulamb, analyse le succès de Adafas mais également les conséquences de la défaite pour Zos. Zos, il s'est dit qu'il avait affaire avec un jeune champion qui a le vent en poupe, qui est très ambitieux et qu'il fallait lui laisser toutes les initiatives et par contre, lui qu'il soit là à faire des contre-attaques entre autres. Maintenant, il faut dire que Adafas, il a tiré des enseignements de son combat infructueux contre Zarco la saison dernière. En faisant quoi? D'abord, en ne venant pas dans l'arène avec un poids, un surpoids. Il était venu avec un poids de forme. À un certain moment du combat, on a senti qu'Adafas avait pris toutes ses responsabilités pour diriger le combat en se disant que je suis le plus jeune, je dois pouvoir montrer aux amateurs que j'en ai toutes les capacités requises pour pouvoir battre Zos et avancer vers les sommets. C'est ce que Adafas il a fait, il a manœuvré Zos, il a fait plusieurs tentatives techniques et finalement il a pu le battre de manière claire et nette dans un combat au sol. Zos, il faut dire qu'il n'a pas démérité du tout, il était venu en contre-attaquant en se disant que je n'ai plus rien à prouver, ce gosse-là, c'est à lui de venir et moi je serai là à contre-attaquer par rapport à tout ce qu'il faisait comme initiative, prenait comme initiative. Donc Zos n'a pas démérité par rapport à son avenir. Il en était à sa 6e défaite de rang d'affilée. Cela veut dire que Zos est en train de manifester des signes de fin de carrière. Nous allons terminer avec le basketball. La finale de la Coupe du Sénégal chez les hommes. On connaît les équipes finalistes. L'AS Ville de Dakar va jouer contre le Dakar University Club. Les deux équipes finalistes ont battu la GIA et Louga Basket en demi-finale en double confrontation, Georges. Merci Malal Junior Diagne. RFM 94.0, la radio en puissance.
Les sorties ce week-end d'anciens proches collaborateurs du président Macky Sall, Ali Ngouille Ndiaye et Mahammed Boun Abdallah Dionne ont semblé même se démarquer du bilan de l'actuel régime. Est-ce la bonne démarche pour gagner la confiance des électeurs? Koumbassa Ndiane Faye tente de répondre à la question. Le taux de chômage est passé de 12% en 2012 à 23% en 2022. L'État ne doit pas être une arme contre son adversaire politique. Des propos de l'ancien ministre Ali Ngouille Ndiaye qui semble se démarquer du bilan de Macky Sall, un discours un peu ambigu, soutient l'analyste politique Hassan Samb, pour qui c'est de l'incohérence de la part de l'ancien collaborateur du chef de l'État. Un peu d'appréciation du bilan, un peu de critique, forcément incohérent, parce que vous ne pouvez pas partager le bilan, toutes les activités, défendre Macky, à la fin venir se positionner face aux Sénégalais pour leur dire qu'en fait, moi, j'aurais fait mieux si j'étais président, je ne sais pas, des choses comme ça. Je ne pense pas que ça puisse marcher. Il n'est pas le seul. Pour Mahammed Boun Abdallah Dionne, tout n'est pas parfait dans la gouvernance de Macky Sall. L'analyste politique les qualifie d'une catégorie de ni alliés ni opposants. C'est-à-dire, on connaissait les alliés, on connaissait les opposants, mais actuellement, on est en train de voir naître une catégorie de ni alliés ni opposants. Parce qu'ils ne sont pas vraiment des opposants, parce qu'ils ne sont pas opposés à Macky, peut-être à Amadouba. Lui d'ajouter que c'est encore plus grave avec l'ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne qui peine à avoir de bases affirmées. S'ils ont des bases, comme quelqu'un comme Ali Ngouille Ndiaye, des inconditionnels, des gens sur qui ils peuvent compter, eh bien ces gens continueront peut-être à les soutenir. Mais si vous n'avez pas une base aussi affirmée, quelqu'un comme Boun Abdallah Dionne, vous aurez du mal à convaincre les Sénégalais, parce que la démarche n'est pas cohérente à mon avis. Cette démarche est loin d'être la bonne pour ces ex-collaborateurs du régime qui, au regard de l'observateur politique, auront du mal à convaincre avec cette posture, d'autant plus qu'ils sont en partie comptables du bilan de Macky Sall. RFM, la presse du jour. La presse de ce lundi 9 octobre 2023. Lecture et commentaire, Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Amadouba forme son gouvernement probablement aujourd'hui. Vers de grosses surprises bûcheronnes à manchette, le journal Enquête. Les lignes vont bouger, énonce textuellement le journal, lequel confrère note que des ministres clés de l'ancien attelage gouvernemental vont devoir céder le fauteuil. Le Sénégal retient son souffle. Du coup, en attendant de livrer ses fiches, Amadouba est en mode de conquête des parcelles assainies, son fief, démonstration de force avant l'heure. Il y avait meeting de la majorité présidentielle au parcelles, indique le Soleil. Mon confrère constate que le candidat de Benno a fini de lancer son appel aux jeunes. Vox Populi note qu'Amadouba a fait des promesses aux jeunes de la banlieue. Debout dans un véhicule décapotable, regard au loin, large sourire, la main levée, Amadou salue la foule. Le journal Les Échos qui publie le cliché nous dit qu'Amadouba lance sa campagne. Oui, à partir de sa base, son cœur de cible, la jeunesse et une foule monstre a suivi la procession dans les rues sablonneuses des parcelles assainies. Pendant ce temps, son ancien frère, désormais nouveau rival Ali Ngouille Ndiaye, lui aussi se lance dans la bataille. Plusieurs journaux lui ouvrent leur colonne ce matin. Ali Ngouille Ndiaye pose son partage en manchette du quotidien. À pleine tribune, il partage ses fiches. J'assume tout le bilan de Macky Sall, mais j'ai mes billes à jouer. Mes billes à moi. Ali Ngouille Ndiaye d'être un peu plus coriace, plus bagarreur dans Source. Dans notre pays, dit-il, il y a beaucoup de souffrance, d'injustice et de division. Je veux être le président d'un Sénégal réconcilié. Je veux redonner au Sénégal sa réputation de pays en quiétude. Ces dernières années, dit-il encore, une série d'affaires impliquant des citoyens dans notre pays a mis en évidence la nécessité de mener une réforme des institutions judiciaires afin de renforcer l'indépendance de la justice et d'établir une réelle séparation des pouvoirs entre l'exécutif et la justice. Je m'engage à porter ce combat. Après avoir écouté tout cela sur ça, conclut qu'Ali Ngouille Ndiaye cogne en réalité sur le Macky. Sud Quotidien fait la même analyse. Selon Ali Ngouille Ndiaye, l'État ne doit pas être un instrument pour abattre des adversaires politiques. Besbi le jour prend la balle au bon et nous dit qu'en vérité, il s'agit d'une guerre des trois. Ali Ngouille Ndiaye, Boun Abdallah Dionne et Amadouba. Le confrère met en exergue d'ailleurs une petite phrase lâchée par le candidat de la coalition Ali Ngouille Ndiaye 2024. Parlant de Amadouba, il a dit « On se connaît ici, ce n'est pas un décret mais une élection. La présidentielle justement et le parrainage
parrainage. Le Parti socialiste défié à Rufisque. Les socialistes de la vieille ville se démarquent de la ligne du Parti socialiste. Vox Populi a donné la parole à Karim Beng et compagnie qui refusent de parrainer le candidat du Bénin. Nous avons, dit-il, décidé de ne pas suivre cette position du parti qui n'a pas respecté les procédures en vigueur et refuse systématiquement de retenir la candidature socialiste. Abdou Karim Beng et compagnie appellent à la renaissance du socialisme. Les socialistes, justement, Macky Sall accède à une revendication des Verts. C'est au sujet de la désignation des coordinateurs régionaux des parrainages de Bénin. Mambouna Massal choisi pour diriger Thiès à la place de Augustin Tine. Titre du journal Les Échos, Macky cède au chantage. La guerre entre Israël et le Hamas, oui, Israël et le Hamas en guerre, près de 1000 morts dénombrés depuis que le Hamas a attaqué Israël samedi dernier. Plus de 600 Israéliens et 370 Palestiniens tués. Selon le journal Vox Populi, le journal Le Quotidien fait le commentaire suivant. Imaginez que l'Ukraine ait les moyens de lancer une attaque foudroyante jusqu'à l'intérieur des terres de la Russie au prix de nombreuses victimes tant civiles que militaires et que plusieurs prisonniers soient amenés en Ukraine après. Quelle sera la réaction des États occidentaux à une pareille initiative? Même si l'offensive échouait, ces initiateurs seraient considérés comme des héros, pas des terroristes. Mais, hélas, la même situation ne saurait être transposée ailleurs. Les Palestiniens qui sont opprimés sur leur propre terre sont appelés terroristes pour avoir voulu faire comme des Ukrainiens. La mer morte n'est pas la mer noire, énonce encore le confrère Sport pour boucler en première page du journal Sululamb. 6e défaite d'affilée du showman Adafas envoie Zos aux urgences. C'était hier. Les deux adversaires ont tout donné pour le plus grand plaisir du public. Zos, qui avait eu un accident de moto la veille sur la route de Malibu, a pourtant montré une forme physique satisfaisante, mais à la fin des fins, c'est Adafas qui gagne. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À midi 36 minutes, point de vue sur la formation attendue du gouvernement. Quelle mission pour la nouvelle équipe? Pour en parler, Malao Kanté, analyste politique, docteur en philosophie politique. Bonjour Monsieur Kanté. Bonjour. Avec nous en ligne toujours, Hassan Sek, analyste politique chargé des cours dans les universités. Bienvenue Hassan Sek. Bienvenue, merci beaucoup Georges. Alors je démarre par vous Malao Kanté. Le Sénégal sans gouvernement depuis vendredi, jour de l'annonce de la dissolution du dernier gouvernement par le chef de l'État. La situation est-elle plutôt inédite quand on sait que Macky Sall avait déjà annoncé la dissolution du gouvernement lors du dernier Conseil des ministres mercredi? Oui, alors c'est vrai que en principe, effectivement, les gens s'attendaient à ce qu'il y ait un remaniement. Alors, ce qui est un peu étonnant et, à mon avis, un peu impertinent, c'est-à-dire pourquoi faire un remaniement ministériel et garder en même temps le Premier ministre. Vouloir garder toujours Amadou Ba. Alors, cela n'a qu'une seule explication, si on regarde bien les choses, c'est-à-dire que Macky Sall compte effectivement faire ce qu'on appelle un gouvernement politique. Donc ça va être un gouvernement qui va faire un travail, on va dire, réservé exclusivement, plus ou moins, d'une certaine façon, aux élections. Donc ça va être un gouvernement politique et certainement le remaniement s'est fait d'une certaine façon pour créer, à mon avis, de nouvelles alliances. Donc essayer de convaincre certains partis, voire même certains mouvements dissidents au sein effectivement de la coalition Benno Bokk Yakaar et aussi renforcer les alliances qui existaient déjà. Alors, je pense que tout cela pose problème parce qu'aujourd'hui quand même, ce remaniement va amener le Sénégal à son 41e remaniement. C'est énorme pour le pays. Et c'est un peu dommage parce que moi j'espérais vraiment que Macky Sall allait choisir un nouveau Premier ministre qui va certainement essayer de se concentrer sur les derniers chantiers de l'État et laisser le Premier ministre actuel Amadou Ba faire sa campagne de façon tout à fait libre comme les autres candidats. Se posera alors la problématique de la pertinence du nouvel attelage attendu. Allô? Oui, je disais, se posera alors la problématique de l'efficacité du nouvel attelage. Oui, non mais bien entendu, parce qu'effectivement,
comme je viens de le dire effectivement tout à l'heure, certainement le président va aujourd'hui se concentrer sur comment faire pour faire de nouvelles alliances et puis essayer de convaincre peut-être certains membres du gouvernement qui voulaient partir. Et donc, ce qui veut dire que durant les 5 mois ou 4 entre autres qui restent pour le président Macky Sall, vont être certainement des mois de campagne. Nous allons assister effectivement à un gouvernement purement politique. Et donc, Macky Sall va certainement commencer sa campagne électorale à partir de la semaine prochaine avec le nouveau gouvernement, ce qui est, à mon avis, quand même dommageable pour le pays et surtout pour le bon fonctionnement effectivement des institutions. Alors, Hassan Sek, je viens à vous, analyste politique chargé des cours dans les universités. Quand sera-t-il alors des préoccupations des populations? On constate la vague d'immigration clandestine qui ne s'arrête pas, la cherté de la vie, entre autres préoccupations. Oui, merci beaucoup Georges. Il me semble que ce gouvernement, comme mon co-débatteur vient de l'affirmer, effectivement, n'aura aucune portée politique rationnelle. C'est pas un gouvernement qui s'inscrit dans la rationalité, dans la mesure où elle ne vise pas véritablement à la prise en charge des besoins véritablement des populations. C'est pas ça la préoccupation de ce gouvernement-là. Parce que il faut être sérieux. En moins de 6 mois, on ne peut pas dérouler de stratégie, alors que la position ministérielle est une position éminemment stratégique. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne peut pas objectivement être un gouvernement d'experts, parce que les technocrates, experts, etc., ils n'auront rien à faire, parce qu'ils n'auront même pas le temps de devoir mettre en place ou mettre en exécution véritablement une politique sérieuse. Mais ce sera plutôt un gouvernement de combat, comme il l'appelle souvent, mais de combat politique. Ce sera une armée de colonels et de généraux politiques pour aller vers la conquête du suffrage. Mais ce qui me semble plus étonnant, c'est la reconduction de Amadou Ba. Parce qu'il me semblait que ce serait cohérent, ce serait encore plus rationnel et plus de cohérence en conformité véritablement avec les préoccupations et les besoins des populations, de mettre quelqu'un qui puisse travailler au moins à évacuer sérieusement, parce que je parlerai d'évacuer les dossiers et de gérer les affaires courantes, parce qu'il n'y a que ça que l'on peut faire. Il n'y a rien d'autre à faire actuellement en 5 mois que d'évacuer des affaires courantes et de pouvoir véritablement gérer les meubles. Et ça, ce n'est pas ça qui... Aujourd'hui, il y a des attentes qui sont fortes de transformation sociale et que les populations s'attendent à ce que véritablement il y a des besoins urgents que l'on puisse prendre en charge véritablement dans les mois à venir, parce que effectivement ce n'est pas seulement la question de l'immigration, mais il y a la question de l'inflation aussi, il y a les prix qui grimpent et on ne sait pas par quel mécanisme véritablement il faut essayer d'arrêter ça. Mais si on ne parvient pas à avoir un gouvernement qui puisse faire face à cela, mais en réalité on ne peut pas parler d'un gouvernement autre que véritablement d'une composition politique, comme le team qui vient d'être nommé là, et d'une composition politique pour faire face véritablement aux échéances électorales à venir. Et dire que le chef de l'État a fixé des objectifs à ses ministres, ranger donc dans les tiroirs de l'oubli les projets et programmes. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. L'objectif d'un ministre est un objectif qui est éminemment stratégique. En réalité, on ne peut pas, il n'y a pas de temps pour la stratégie. Il n'y en a pas. C'est ça la réalité. Donc, on ne peut pas aujourd'hui considérer que, mais oui, on va nommer des ministres pour venir résoudre un problème ou quoi. Ils ne viendront pas résoudre un problème. Il n'y a personne qui peut résoudre un problème. Les problèmes actuellement, à partir de ce qu'il faut qu'il y ait des changements qui nécessitent des changements de transformation sociale et politique et même juridique et institutionnelle pour amorcer véritablement les ruptures attendues par les populations. Et cela, ce n'est pas en 6 mois qu'il faut le faire, en moins de 6 mois qu'il faut le faire. On peut le faire. Même si vous le dites, mais vous les fixez des objectifs, mais les objectifs ne pourront pas être déroulés en ce temps-là. D'autant plus qu'ils seront beaucoup plus préoccupés par leur réélection que par autre chose. Donc, pour être très sérieux, c'est que c'est pas un gouvernement qui est là pour régler des questions de population ou des questions
ou prendre en charge des besoins quelconques, mais c'est juste un gouvernement pour faire face véritablement à une échéance électorale. C'est-à-dire, c'est une armée de généraux pour pouvoir conquérir le pouvoir, c'est tout. Je reviens à vous, Hassan Sek. Malaw Kanté, Hassan l'a dit, un gouvernement politique, tout comme vous, un gouvernement politique pour gagner la présidentielle, alors que les populations qui vont voter s'apitoient sur leur sort. Est-ce que ce ne risque pas d'être contre-productif politiquement parlant? Oui, non mais c'est clair, effectivement, parce que de toute façon, les gens l'ont compris, d'une certaine façon, parce que tout le monde s'attendait d'ailleurs. Nous avons effectivement même d'ailleurs eu à réagir sur ça. Tout le monde s'attendait à ce que le Premier ministre actuel soit libéré, Amadou Ba, pour qu'il puisse effectivement se libérer, d'abord avoir du temps, d'accord, et pour s'occuper effectivement de sa campagne et permettre au gouvernement, au dernier gouvernement de Macky Sall, comme je disais encore une fois, on en est depuis les indépendances pratiquement, on passe, les gouvernements passent, le président passe leur temps à faire des remaniements. Donc nous, on espérait au moins, avec les 4 ou 5 mois qui restent au président Macky Sall, on pensait justement qu'il allait créer effectivement un gouvernement, on va dire, qui va essayer de se concentrer sur les grands chantiers, et essayer effectivement de terminer pratiquement les travaux effectivement du chef de l'État. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Et ça peut effectivement avoir des conséquences négatives pour non seulement le candidat Amadou Ba, mais également pour toute la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce qu'aujourd'hui, le pays effectivement est confronté à de nombreux problèmes. Vous l'avez souligné tout à l'heure en parlant effectivement du phénomène par exemple, de la migration, de la migration clandestine. Donc on voit que chaque jour, effectivement, les jeunes essaient effectivement de braver la mer et le désert pour quitter le pays. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait ici dans ce pays? Effectivement, on a comme l'impression que tout est concentré sur la politique, que pratiquement le président passe pratiquement son temps à manœuvrer, comment ça s'appelle encore, à faire des calculs, comme je disais encore une fois, des calculs politiques, parce que tout ça, c'est des calculs. On ne peut pas créer un gouvernement de combat en 5-6 mois et en plus vouloir maintenir le même Premier ministre qui va aux élections effectivement dans ces conditions. Ce qui veut dire que oui, moi je pense très profondément qu'une bonne partie de la population va penser effectivement que certainement le président ne s'occupe pas des affaires essentielles du pays. Merci Malaw Kanté, analyste politique, docteur en philosophie politique. Alors Hassan, êtes-vous du même avis que Malaw Kanté? Ce risque d'être contre-productif pour le pouvoir. À qui cela va donc profiter? Oui, je ne suis pas seulement en phase avec Malaw. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Je pense que ce qu'il faut juste retenir, c'est que les Sénégalais, dans leur immense majorité, sans qu'on ait besoin de procéder à des enquêtes d'opinion, dans leur immense majorité, ont des préoccupations. Et que la préoccupation fondamentale aujourd'hui, qui est la préoccupation électorale, qui est une préoccupation électoraliste, c'est plus une préoccupation de gouvernance. Je suis très étonné quand j'entends des anciens collaborateurs du président de la République devenus candidats aujourd'hui, en fait, à vouloir avoir en bandoulière, n'est-ce pas, ces questions de gouvernance, ça me pose un problème. Ça me pose un problème de cohérence. Mais tout de même, ce qu'il faut retenir, c'est que est-ce que la fonction de Premier ministre de Amadou Ba pourrait être conciliable véritablement avec son statut de candidat? Mais ça, effectivement, ça pose un problème. Ça pose un problème d'autant plus que il n'aura pas le temps véritablement pour au moins s'occuper même, je dirais même, de pouvoir évacuer comme il se doit, d'une manière efficace, les affaires courantes d'un espace sur une période de 6 mois. En résumé, le régime se perd. Ah mais absolument, parce qu'en réalité aujourd'hui, il faut faire bénéficier à Amadou Ba des moyens de l'État pour lui permettre de pouvoir. Il faut lui faire aussi bénéficier du pouvoir de l'État pour mieux asseoir sa candidature contestée au sein de sa majorité. Parce que le pouvoir décrétal unit. On sait que ce qui unit Benno réellement, c'est un pouvoir décrétal réellement. Parce que n'eût été la distribution décrétale des postes, réellement, ce serait une coalition en lambeaux. Mais
La réalité est que tant qu'on continue à pouvoir préserver ce pouvoir-là, de pouvoir être au-dessus des autres et de pouvoir prendre des décisions, ça peut permettre de continuer à pousser certains à toujours être, n'est-ce pas, derrière Amadou Ba. Merci. Donc il n'y a que ça comme avantage, et ils n'ont regardé que cet avantage-là, mais du point de vue des populations, réellement, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt dans la mesure où Amadou Ba ne peut pas, d'autant plus que Amadou Ba n'a pas encore fait quoi que ce soit pour asseoir sa candidature, je voulais dire par exemple du point de vue de développer sa légitimité au niveau des communautés, parce qu'il a un électorat concédé, mais Amadou Ba ne pourra pas réellement s'occuper des préoccupations des populations qui, entre autres, fondamentalement sont des préoccupations de gouvernance de leurs ressources, fondamentalement qui nécessitent des ruptures, et préoccuper même, n'est-ce pas, du quotidien du Sénégalais, c'est-à-dire la question de l'inflation. Je trouve ça assez utopique de pouvoir considérer que, mais oui, effectivement, Amadou Ba pourrait être le super-homme qui pourrait être autant aussi bien Premier ministre et aussi bien, n'est-ce pas, candidat à la présidence, n'est-ce pas, pour une période de 5 mois à vouloir véritablement sillonner le pays et ensuite s'occuper de l'État. Cela n'est pas possible, à mon sens. Merci Hassan Sek, analyste politique chargé de cours dans les universités. C'était Point de vue et c'était le grand journal. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique. Maïssa Mbaye à la digitalisation.